Je suis très honorée donc de commencer une première intervention qui va donc porter sur le programme de réhabilitation donc du domaine, qui est né d'une initiative, comme on l'a dit, de Georges Pompidou et qui a été lancée dès l'année 1970. Donc mon intervention va se limiter au lancement de ce projet. On va retracer la genèse. Georges Pompidou appréciait particulièrement ce site de Chambord qu'il connaissait bien. Avant son élection à la présidence de la République, il y était venu plusieurs fois pour visiter bien sûr le château, mais aussi pour chasser en tant que Premier ministre aussi du général de Gaulle. Alors pour comprendre ce qui se joue autour de ce projet de réhabilitation du domaine, dont la réalisation a été entièrement supervisée par l'Élysée, il faut rappeler le contexte politique de l'année 69, moment charnière dans l'histoire de la Ve République, puisque Georges Pompidou a été élu au mois de juin et il doit relever le défi de la succession. Dès les premiers mois de son mandat, il réaffirme en effet la prééminence présidentielle à travers des décisions très régaliennes, comme la levée du veto gaullien contre la candidature britannique au marché commun, ou comme la dévaluation du franc. Le projet d'aménagement du domaine de Chambord relève de cette même volonté de consolidation, d'affirmation du pouvoir présidentiel dans une période de transition politique. Elle permet plus précisément au chef de l'État d'intervenir sur une question dont s'est alors saisi également le gouvernement, à savoir les problématiques environnementales. La protection de la nature a émergé dans le débat public au cours des années 60 et l'État a commencé à légiférer sur ces questions avec la création des parcs nationaux, mais aussi par exemple avec la loi sur l'eau. Et en octobre 1969, Jacques Chaban-Delmas a annoncé une consultation et l'élaboration de mesures pour l'environnement. Le projet de réhabilitation de Chambord s'inscrit donc dans cette dynamique et s'articule étroitement avec d'autres initiatives prises par le président sur les questions environnementales. Dans une première partie, je vais m'intéresser donc aux aménagements, à la valorisation patrimoniale de Chambord. Il s'agira en effet d'expliquer ce qu'on entend précisément par mise en valeur du domaine de Chambord. Puis, dans un deuxième temps, je m'intéresserai au volet plus politique du projet, avec les chasses présidentielles, dont l'organisation permettait à Georges Pompidou d'assurer la continuité du régime tout en se distinguant de son illustre prédécesseur. Alors, tout démarre au mois de septembre 1969, lorsque Georges Pompidou demande à Pierre Juillet, à qui il a confié la direction des chasses présidentielles, d'en organiser une à Chambord. Pierre Juillet est aussi le conseiller du président et il est également chasseur. Et d'ailleurs, Pompidou lui déléguera plusieurs chasses, dont 3 à Chambord. Chambord n'était pas à proprement parler un territoire de chasse présidentielle, qui se déroulait alors à Rambouillet et à Marly-le-Roi, affectés à la présidence de la République. Le domaine de Chambord avait été acheté par l'État en 1930 et sa forêt avait été classée réserve nationale de chasse en 1947. Un parc d'élevage avait été créé et était géré par le Conseil supérieur de la chasse. Celui-ci y organisait des battues pour les membres des fédérations de chasse, les invités de l'ONF, et réservait aussi quelques chasses officielles pour les assemblées et le gouvernement. Le ministère de l'Agriculture en était le principal bénéficiaire. De Gaulle ne vint qu'une seule fois à Chambord durant sa présidence, en 1963. Pour organiser ces nouvelles chasses, donc là on voit les deux domaines effectivement où avaient lieu les chasses, donc Marly-le-Roi et Rambouillet. Et donc pour organiser ces chasses, Pierre Juillet s'est tourné vers un autre chasseur que Pompidou et lui-même connaissaient bien, François Sommer, le fondateur du Musée de la chasse et de la nature. Compagnon de la Libération, François Sommer participait régulièrement aux chasses présidentielles.
Il avait créé en 1950 l'association sportive des chasseurs de grand gibier avec 11 autres chasseurs, dont Claude Étier de Bois-Lambert, qui en avait pris la direction, et Fernand Verdeil, à l'origine de la loi sur les ACA, les associations de chasse communales agréées. Sommer est invité à la première chasse à Chambord, organisée en janvier, et ça va être l'occasion, cette première chasse organisée donc en janvier 70, de prendre la mesure des aménagements. Alors Sommer était effectivement très intéressé par cette possibilité d'aménager Chambord, car comme vous le voyez ici sur le PowerPoint, Sommer était depuis une dizaine d'années très engagé pour défendre une chasse raisonnée, plus respectueuse de l'environnement, une idée qu'il avait développée dans cet ouvrage, La chasse imaginaire, qu'il a publié précisément en 1969. Georges Pompidou partageait donc avec lui les mêmes inquiétudes face à la dégradation des espaces naturels et la disparition de la faune sauvage. Et il souhaitait également y remédier par une plus grande sensibilisation du public aux questions environnementales. Pour François Sommer, cette éducation du public à l'environnement passait notamment par une réforme de la chasse et un meilleur encadrement des pratiques cynégétiques. Georges Pompidou avait une approche plus globale des problèmes environnementaux et il le montre dès ce moment-là en intervenant directement dans la création de la Direction générale pour la protection de la nature et qui verra le jour donc le 4 mars 1970. Alors cette nouvelle structure qui a été créée au sein du ministère de l'Agriculture était donc entièrement dédiée aux problèmes de l'environnement. Elle prenait en charge les parcs nationaux, la forêt, la chasse et la pêche. Sa direction fut confiée à un fonctionnaire, l'ancien préfet Marcel Blanc. Olivier, s'il te plaît. Alors, ici, on voit effectivement François Sommer à la chasse de Chambord, où ont été invités également à sa droite, c'est Christian Delaballe, qui est alors le directeur de l'ONF et qui est convié à cette première chasse pour qu'on discute donc des aménagements qui peuvent être envisagés sur le domaine. Alors, je reviens au décret qui a mis en place donc la DGPN. D'après le décret du 4 mars, dont je cite ici un extrait, le domaine de la protection de la nature, en fait, la protection de la nature recouvrait une signification assez large. Elle comprenait donc l'ensemble des actions tendant à la défense de la nature et à la préservation des équilibres biologiques, à l'aménagement du milieu naturel en vue d'en développer et exploiter toutes les ressources ainsi que les possibilités d'accueil pour l'homme et ses activités de loisirs, notamment les activités de pêche et de chasse. On peut voir ici, dans cette formulation, une certaine imprécision sur ce qu'on entend la protection de la nature, parce que la préservation des équilibres biologiques n'est pas forcément compatible avec l'exploitation des ressources de la nature et avec les activités humaines. Ce qui est intéressant ici, c'est bien une certaine conception de la nature, une nature régulée, une nature aménagée pour répondre à des besoins humains. Et Chambord a servi de laboratoire à cette approche qui porte plus en fait sur l'environnement, compris comme l'interaction entre l'homme et son milieu, que sur la conservation d'une nature préservée de toute intervention humaine. Le projet est préparé en concertation étroite les mois suivants avec Marcel Blanc, donc directeur de la DGPN, les responsables forestiers et cynégétiques du domaine, et donc, à la demande du président, François Sommer effectue 2 visites à Chambord, une en juin et une en septembre, avec des directives précises. Il doit définir de nouvelles méthodes pour les chasses du Conseil supérieur de la chasse et pour la présidence. Et d'autre part, il doit réfléchir à développer à Chambord du tourisme de vision. La forêt devait en effet devenir un lieu de découverte et de sensibilisation à la nature à travers l'observation des grands animaux.
Une autre partie du projet portait sur la décoration de quelques salles du château dans un style cynégétique conforme à l'histoire du lieu, en vue des réceptions pour les chasses présidentielles et qui serait aussi ouverte, bien sûr, en temps ordinaire pour le public. Dans le rapport de sa première visite, François Sommer relève la forte dégradation de la forêt due à des phases successives d'enracinement qui ont entraîné au fil du temps un appauvrissement du sol. Il insiste donc sur la nécessité de replanter des feuillus qui constituent la nourriture naturelle des grands animaux et donc pour aussi améliorer la qualité du cheptel. Son attention aux feuillus rejoint là une autre préoccupation de Georges Pompidou, qui a déjà manifesté son intérêt pour la sauvegarde des beaux arbres comme élément du patrimoine naturel. Lors de la première chasse à Chambord, Pompidou avait constaté que des grands chênes avaient été marqués par les forestiers en vue d'être abattus. Dès son retour, il avait donné des instructions pour qu'ils soient préservés. La priorité donnée aux feuillus, au détriment des résineux, constitue un retournement par rapport à la gestion forestière menée par l'ONF, nettement orientée vers la production ligneuse à partir des résineux. À Chambord, celle-ci n'est donc plus la priorité des opérations sylvicoles qui doivent consister désormais à entretenir la forêt pour la chasse et le tourisme. Les anciennes terres agricoles et les prairies gagnées sur les forêts de résineux permettront d'observer le gibier en gagnage à partir d'aires de vision. Le public devait avoir la possibilité de voir les animaux sans nuire à leur quiétude, d'où la nécessité de mettre en place un zonage du parc constitué de différentes parties. Un quart du parc pourrait donc être ouvert au public et le reste réservé aux animaux comme zone de repos. Sommer préconise aussi la suppression de l'élevage et de former le Conseil supérieur de la chasse au tir sélectif pour éviter la surpopulation des effectifs de cervidés. La chasse au cerf étant plus prestigieuse que les battues de sangliers, elles peuvent être réservées également à des invités de marque. Dans le rapport de sa deuxième visite en septembre, François Sommer recommande de confier l'exécution du projet à une autorité spécifique afin d'éviter les conflits entre les parties prenantes, chasseurs, forestiers, agriculteurs du domaine. Relevons que lors de cette deuxième visite, il est accompagné de Christian Dablan, alors directeur de cabinet de Bernard Pons, qui est secrétaire d'État à l'agriculture, et c'est Christian Dablan qui sera effectivement nommé commissaire à l'aménagement du domaine 3 mois après, par le décret du 7 décembre 1970. C'est Christian Dablan qui a donc été le premier commissaire chargé de mettre en œuvre ce programme et de gérer le domaine. La nomination d'un commissaire au plan d'aménagement répondait aussi à un besoin de rationalisation administrative. La gestion du domaine dépendait avant de 3 ministères. La forêt relevait de l'agriculture, le château du service des monuments historiques au ministère des Affaires culturelles, le budget du ministère de l'économie et des finances. Cette unité de gestion facilitait la mise en œuvre du projet, mais elle contribuait aussi à redonner à Chambord son entité en tant que domaine, qui s'était effacée progressivement en raison de cette gestion dispersée et des usages distincts du château et de la forêt. Le public venait effectivement, avant 1970, visiter le château, mais la forêt était réservée aux chasseurs, qui n'allaient pas eux-mêmes près du château. Comme on peut le voir ici, sur ce plan de chasse, alors le plan de chasse, en fait, c'est celui qui a servi pour la première chasse en janvier 1970. Et alors, ce qui est intéressant, j'ai pas le curseur, mais vous voyez, vous situez où est le château, et vous voyez, bon, le plan de chasse qui prévoit les 4 battues. Et en rouge, on indique où sera présenté le tableau. Et justement, le tableau est assez éloigné du château. Et sur cette photo, en revanche, où vous voyez Georges Pompidou qui assiste à une chasse officielle en 1965, eh bien, effectivement,
les chasseurs sont vraiment dans la forêt. Donc le public voyait le château, les chasseurs étaient dans la forêt, et donc l'idée c'était de recréer l'unité du domaine et pour que Chambord retrouve à la fois sa vocation première, mais tout en l'adaptant aux préoccupations des années 70. Les rapports d'activité permettent d'évaluer l'état d'avancement du programme au cours des années 70. Les premières mesures ont concerné la reprise des terres en fermage, laissées en déshérence pour créer des aires de gagnage, la clôture des routes aussi à grand trafic et la suppression de l'élevage. 4 sites ont été ouverts au grand public pour observer les animaux dans leur milieu naturel et des visites ont été aussi organisées dans la zone fermée et réservées aux animaux, notamment par exemple pour les amateurs de chasse photographique. Effectivement, tout à l'heure, quand je vous ai montré une photo de François Sommer avec son épouse Jacqueline, ils ont été aussi les promoteurs de la chasse photographique. Et donc, c'était aussi une partie du programme extrêmement importante que les gens puissent aussi avoir cet autre rapport à la forêt où ils pourraient, et bien sûr, approcher les animaux et les photographier. La disparition des équipements, les grillages, les cultures, les parquets ont permis aussi l'embellissement du parc et les salles de réception donnant sur le parterre ont donc été décorées avec des collections d'armes, par exemple, venant du musée des armées. Alors, le nombre de cervidés est passé effectivement de 650 bêtes à 950 entre 73 et 76, et celui des sangliers a augmenté encore plus vite, puisqu'il a triplé en 4 ans pour atteindre 1250 en 1973. Cette rapide croissance du cheptel a été rendue possible aussi grâce à l'agrainage qui permettait de répondre plus rapidement aux besoins cynégétiques. Mais elle soulevait aussi un problème, celui de l'équilibre entre protection de la forêt, chasse et tourisme. En 1972, François Sommer s'inquiète auprès de Christian Dablan de l'augmentation des battues qui passe de 7 à 9 à l'époque. Donc, avant, il y en avait 7 et donc en 72, on passe à 9 battues. Et donc, il évoque effectivement ce risque d'un déséquilibre en fait avec avec la croissance du gibier qui est trop importante. Mais évidemment, cette croissance est liée aussi aux demandes et les chasses présidentielles, notamment, supposent de beaux tableaux. Il faut donc aussi prendre en compte cet enjeu politique que représentent les chasses présidentielles. Et pour cela, il faut peut-être revenir sur le rapport que Georges Pompidou entretenait avec la chasse. Non, voilà. Alors, malgré ses origines rurales dont on a parlé, qu'on a évoquées tout à l'heure, Georges Pompidou a commencé quand même à chasser tardivement. Il a commencé dans les années 50, lorsqu'il était déjà installé à Paris et travaillait à la Banque Rothschild. Ce sont en fait ses relations avec les milieux d'affaires qui l'ont amené à fréquenter les domaines de chasse de la haute société. Et la chasse a joué un rôle essentiel dans la formation de ses réseaux et ses liens avec les milieux économiques. Il s'est entraîné au bal-trap, au bois de Boulogne, et il est devenu très bon tireur. Et il a pris goût donc à ce loisir. Mais Pompidou n'était pas le même type de chasseur que Valéry Giscard d'Estaing, que vous voyez tous les deux ici à la chasse de Chambord. Rare photo où l'on voit les 2 seuls présidents chasseurs de la Ve République à la chasse. Et donc, à la différence effectivement de Valéry Giscard d'Estaing, Pompidou ne chassait jamais seul. Ce qu'il appréciait surtout dans la chasse, c'était son caractère social. Il venait à la chasse pour rencontrer des gens, disait Jacques Fogard. Lorsqu'il devient Premier ministre en 1962, il continue à chasser sur les grands domaines privés. Il se rend chez Henri Hildebrandt en Sologne, où il rencontre banquiers et industriels. Antoine Veil raconte dans un entretien que c'est lors d'une chasse somptueuse organisée par un ami commun, Jean-Claude Roussel, sur sa réserve de 6000 hectares dans les Vosges, qu'ils se sont rencontrés. Le général de Gaulle appréciait peu que son Premier ministre passe ainsi ses week-ends avec les dirigeants économiques, notamment chez Jean de Beaumont, en Alsace, que de Gaulle appréciait peu.
De Gaulle invitait très peu les milieux économiques aux chasses présidentielles. Il invitait surtout l'armée et les compagnons de la Libération. Et il régnait sur les chasses gaulliennes une discipline toute militaire que Pompidou s'est efforcé de faire disparaître. La chasse devait être pour lui un moment convivial pour tout le monde. Et pour ce faire, il a commencé par remplacer les rabatteurs qui étaient recrutés sous De Gaulle dans le 501e régiment de chars de combat par des jeunes issus des lycées agricoles de la région. Est aussi le premier président à inviter des femmes à la chasse, à chasser, pas seulement au dîner. Mais on n'en compte que 3, qui venaient très régulièrement. Anne-Marie Dupuy, sa chef de cabinet, que vous voyez sur la photo à droite. Marie-France Garot, je ne sais plus si on l'a vue déjà précédemment, on va la revoir sur une autre photo. Et Jacqueline Sommer, qui est ici avec François Sommer. Il y a eu, sous la présidence de Georges Pompidou, 9 chasses. Chacune accueillait 32 invités. Donc théoriquement, 288 personnes auraient pu y participer. Mais j'ai recensé une centaine d'invités au total. Autrement dit, ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Il y a des personnes qui sont invitées 2 fois, d'autres 3 fois. Il y a ceux qui sont présents à toutes les chasses. Les listes des invités révèlent une grande variété de profils que l'on peut classer en 8 catégories. Les membres du gouvernement, les proches collaborateurs, les élus, les militaires, les hauts fonctionnaires, les décideurs économiques, les invités étrangers, invités divers, professeurs d'université, avocats, des proches de Pompidou ou des amis qu'il a envie donc d'inviter. Les invités étrangers sont très peu nombreux. J'en ai relevé qu'un seul à Chambord. C'est l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Christopher Soames, qui fut invité au moment où Pompidou négociait l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun avec Édouard Heath. Chambord n'est donc pas le lieu où on discute de politique étrangère, mais plutôt de politique intérieure, comme en témoigne la présence assidue de Pierre Juillet et de son alter ego, Marie-France Garot, que l'on voit ici à Chambord, et qui était présent à toutes les chasses. Pour les dîners organisés la veille de la chasse à l'hôtel Saint-Michel, 2 tables étaient dressées pour les convives. Le président au centre de la première table choisissait ses invités. Pierre Juillet présidait généralement la 2e table. Alain Droul'aire, qui était chargé du protocole, composait les plans de table. Des plans de table très équilibrés. L'idée, c'était que les invités devaient être brassés, devaient discuter. L'occasion des chasses, c'était de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas. Ainsi, pour prendre, donc, voilà, à la table du président, pour la première chasse, il y a 18 invités. Le président est au centre, en face de lui, par rang protocolaire, il a un ministre, mais ensuite, voilà, ce qui est intéressant, c'est la variété des profils et cette alternance qui est donc organisée pour mélanger donc les invités. Les plans de table pouvaient être aussi complètement remaniés, comme on le voit ici, si jamais il y avait un désistement. Là, c'est le cas pour le dîner du 10 février 71, où le président n'a pas pu venir, si bien que ça a entraîné un véritable jeu de chaises musicales. Il a fallu revoir toute la disposition des 2 tables. Pierre Juillet devant donc présider, donc je ne sais plus s'il est là, je ne le vois plus exactement. Voilà, il était sur la 2e table et donc il va falloir qu'il revienne sur la première table. Enfin, bref, il y a tout un jeu de chaises musicales. D'après Daniel Droul'aire, donc durant le dîner, le président animait la discussion, mais il n'était pas très bavard. Il écoutait. La chasse lui permettait de vérifier des informations à la bonne source. Dans ses mémoires, Michel Jobert indique que Pompidou obtenait à la chasse toutes sortes d'informations que lui et Édouard Balladur n'avaient pas.
Et il était, par conséquent, devenu très important de savoir à qui étaient données les invitations à la chasse. C'était aussi l'occasion pour les invités d'approcher le président, de pouvoir lui parler. Et c'était très avantageux de lui parler dans ce cadre informel, loin de l'Élysée, et de lui parler même 5 minutes. Certains n'hésitaient pas à contacter Pierre Juillet pour être placés aux côtés du président, au moins à une battue ou pendant le dîner. Comme disait Michel Joubert, les chasses, c'était une façon pour Pompidou de respirer sans nous. Il parlait évidemment du proche collaborateur de l'Élysée, des milieux politiques. Il y rencontrait aussi des gens qui comptaient pour lui. C'était donc un moment convivial, mais où l'on parlait aussi de choses sérieuses. En conclusion, le projet de réhabilitation du domaine de Chambord a sans doute renforcé l'attractivité des chasses présidentielles. Dans une lettre adressée à Valéry Giscard d'Estaing, Guy de Rothschild, en 1978, écrit que Chambord est devenue une des plus belles chasses d'Europe. Félix Faure, en son temps, l'avait compris en organisant à Rambouillet, à la fin du XIXe siècle, des chasses fastueuses pour séduire l'aristocratie française et étrangère. La beauté exceptionnelle de Chambord, avec son château Renaissance, moins austère que celui de Rambouillet, plus enchanteur que Marly-le-Roi, rehausse le prestige des chasses et permet aussi de rivaliser avec les grands domaines privés que Georges Pompidou fréquentait et connaissait bien. Mais le prestige de Chambord ne repose pas uniquement sur son château. Il repose aussi, grâce à Georges Pompidou, sur sa forêt, redevenue importante pour le public. Le projet de réhabilitation du domaine a redonné à Chambord son identité historique, tout en l'adaptant à l'évolution de la société et aux préoccupations du moment. L'ouverture de la forêt s'inscrit dans la continuité des premières actions publiques en faveur de l'environnement que Georges Pompidou a soutenues dans les années 60 lorsqu'il était à Matignon et qu'il poursuit dans le cadre de ses fonctions de président. Avant même son voyage officiel aux États-Unis où il prononce son fameux discours de Chicago, les chasses présidentielles ont servi de cadre à une réflexion sur les problématiques environnementales et leur gestion au niveau de l'État. La création du poste de commissaire à l'aménagement s'inscrit dans ce processus de rationalisation administrative sur les questions environnementales dont témoignait la DGPN et qui a pu servir aussi de modèle à la mise en place du premier ministère de l'Environnement en janvier 1971. Je vous remercie.